Mon père a croisé mon regard et a dit, « Nous mettons ton appartement en vente pour aider ta sœur. » J'ai appelé mon avocat et j'ai répondu, « Tentez de vendre une propriété qui ne vous appartient pas une fois de plus, et vous devrez vous en expliquer à la police. » Depuis 5 ans, cet appartement est mon sanctuaire. J'ai travaillé d'arrache-pied durant ma vingtaine, économisant chaque centime pour enfin pouvoir acheter cet endroit. Ce n'est pas un Penthouse luxueux, mais c'est le mien. Chaque clou, chaque coup de pinceau, chaque coin confortable, je l'ai mérité. Et mon nom est fièrement inscrit sur l'acte de propriété. Honnêtement, ma relation avec mes parents n'a jamais été simple. Ils ont toujours fait passer ma sœur cadette, Jennifer, en premier. Tandis que l'on attendait de moi que je me batte pour tout obtenir, Jennifer a eu ses frais de scolarité entièrement payés, des acomptes pour des voitures, et un flux constant d'argent, juste comme ça. Quand j'essayais d'en parler, j'avais droit au même rengaine, Jennifer a besoin de plus d'aide, ou, tu es si capable, James, tu peux te débrouiller. Après des années, j'ai fini par l'accepter et j'ai mis toute mon énergie à construire ma propre vie. Puis, la semaine dernière, tout s'est effondré. Je rentrais de la salle de sport, complètement dans mes pensées, quand ma voisine, Madame Wilson, m'a arrêté dans le couloir. C'est une incroyable enseignante à la retraite, elle vit dans l'immeuble depuis toujours et connaît absolument tout le monde. James, je voulais vous demander à propos de la vente, a-t-elle dit, de manière très décontractée. Mon cœur s'est serré. Quelle vente? Je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Votre appartement, mon cher. Vos parents ont mentionné que vous aviez eu une grosse promotion et que vous déménagiez dans un endroit plus grand. Ils font visiter depuis des semaines. Je suis resté là, complètement abasourdi. Mes parents faisaient visiter mon appartement. Madame Wilson semblait sincèrement confuse. Oui, mon cher. Ils viennent avec des acheteurs intéressés. Je les ai vus au moins 3 fois. Vous me dites que vous ne vendez pas? C'est à ce moment-là que le sang s'est retiré de mon visage. Non, Madame Wilson. Je ne vends absolument pas mon appartement. Je ne savais même pas que cela se passait. Ses yeux se sont écarquillés d'une réelle inquiétude. Oh, mon Dieu. Eh bien, ils ont une clé. J'ai juste supposé que vous étiez au courant. Ils ont dit à tout le monde qu'ils vous aidaient à le vendre, parce que vous êtes si occupé avec votre nouveau poste. J'ai marmonné un rapide merci et j'ai pratiquement couru à l'intérieur, l'esprit en ébullition. J'ai immédiatement appelé mes parents. Mon père a répondu, et quand je l'ai interrogé, il a simplement pris ça à la légère. Il a essayé de rester cool, disant que Madame Wilson devait se tromper, qu'il n'était passé qu'une seule fois pour vérifier l'appartement pendant que j'étais au travail. Mais quelque chose sonnait horriblement faux. Madame Wilson a peut-être 70 ans, mais elle a toute sa tête. Elle ne mentirait pas, et elle a spécifiquement mentionné plusieurs visites avec différentes personnes. J'ai insisté. Papa, Madame Wilson a dit que vous aviez raconté que j'avais eu une promotion et que je déménageais. Pourquoi diriez-vous ça? Il y a eu une longue pause gênante. Puis, il l'a dit. Eh bien, nous pensions que ce serait bien pour toi de prendre plus grand. Ta sœur a besoin d'aide pour sa nouvelle entreprise, et ton appartement se vendrait à un bon prix sur le marché actuel. Ma mâchoire est tombée. Je ne pouvais littéralement pas croire ce que j'entendais. Donc, vous avez fait visiter mon appartement à des gens sans ma permission, avec l'intention de le vendre? Il a ricané. Ne sois pas dramatique, James. Nous explorons juste les options. Ta sœur est en difficulté, et tu as toujours été le plus stable. La famille, ça s'entraide. J'étais sans voix. Papa, c'est mon appartement. C'est moi le propriétaire. Vous ne pouvez pas le vendre. Il n'est pas à vous. Et là, le coup de grâce. Eh bien, techniquement, nous pourrions obtenir une procuration si nécessaire. Tu ne réfléchis pas clairement aux priorités de la famille. J'ai raccroché, complètement stupéfait. Mes propres parents prévoyaient de vendre ma maison pour donner l'argent à Jennifer. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier pour changer mes serrures dès le lendemain matin. Puis, j'ai appelé Jennifer. Sa voix était tremblante, nerveuse, et il est devenu écœurant de clarté qu'elle était totalement complice. Elle a même essayé de le justifier, en disant qu'elle avait davantage besoin de l'argent pour son dernier projet d'entreprise, et que, puisque je m'en sortais bien, je devrais être prêt à aider. Ça m'a frappé comme une tonne de briques.
Mes parents avaient fait un double de ma clé de secours. Ils étaient entrés chez moi sans ma permission, l'avaient fait visiter à des étrangers, et prévoyaient activement de vendre ma propriété sans mon consentement. Tout ça pour ma sœur. J'ai contacté un avocat qui m'a conseillé de changer les serrures immédiatement, d'installer des caméras de sécurité, d'envoyer une lettre de mise en demeure formelle, de tout documenter, et de déposer une plainte à la police pour entrer par effraction. J'ai juré de tout faire. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre comment ils avaient pu penser que c'était acceptable, à quelque niveau que ce soit. Comment peut-on même commencer à affronter une telle trahison? Mise à jour, 3 semaines plus tard la situation a dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après avoir changé mes serrures et installé des caméras de sécurité, je pensais que mes parents allaient reculer. Après tout, j'avais clairement indiqué que ce qu'ils faisaient était illégal. J'avais tellement tort. Vendredi dernier, j'ai pris ma demi-journée pour m'occuper de l'entretien de l'appartement. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré, une alerte de sécurité. C'étaient mes parents, à ma porte, avec une agente immobilière et un couple que je n'avais jamais vu. J'ai regardé à travers la caméra mon père, l'air complètement déconcerté, essayer son ancienne clé. Quand elle n'a pas fonctionné, il a bredouillé, essayant d'expliquer à l'agente confuse qu'il devait y avoir une erreur avec la serrure. L'agente semblait extrêmement mal à l'aise, vérifiant ses papiers tandis que les acheteurs potentiels chuchotaient nerveusement. C'est là que j'ai décidé, fini de se cacher. J'ai tranquillement pris l'ascenseur, j'ai fait le tour par l'entrée principale, et je suis arrivé derrière eux. Puis-je vous aider, ai-je demandé, aussi calmement que possible. Ma mère a sursauté. Le visage de mon père est passé de la surprise à la défiance en quelques secondes. James, qu'est-ce que tu fais à la maison, balbutia ma mère. J'habite ici, ai-je rétorqué, la voix stable malgré le tremblement de mes mains. La meilleure question est, qu'est-ce que vous faites ici avec ces gens? L'agente immobilière, Suzanne Jenkins, s'est avancée, clairement perplexe. Je suis de l'agence Metropolitan Realty. Vos parents ont fait appel à nos services pour vendre ce bien. Ils ont dit que vous étiez au courant de l'annonce. Elle m'a tendu la main, mais je ne l'ai pas serrée. Je suis James Thompson. Je suis le propriétaire de cet appartement, et je n'ai jamais autorisé personne à le vendre. Mes parents n'ont aucune part de propriété, aucune procuration, et aucun droit légal de le vendre. Les acheteurs potentiels, absolument mortifiés, se sont rapidement excusés et sont partis. Le professionnalisme de Madame Jenkins s'est effondré alors qu'elle comprenait ce qui se passait. « Avez-vous des documents prouvant votre propriété ?» a-t-elle demandé. « Oui. L'acte est à mon nom. Je peux vous le montrer tout de suite. » J'ai déverrouillé ma porte, avec la nouvelle serrure, heureusement, et j'ai récupéré mon acte de propriété pendant que tout le monde attendait maladroitement dans le couloir. Mon père a essayé de me prendre à part, sifflant que je faisais une scène et que j'embarrassais la famille. Je l'ai complètement ignoré. Après avoir montré l'acte à Madame Jenkins, son expression est passée de la confusion à l'horreur pure et simple. Elle s'est excusée profusément, expliquant que mes parents avaient fourni ce qui semblait être des documents légitimes, prétendant une copropriété. Elle a promis d'enquêter et a résilié leur contrat de vente sur le champ. Une fois parti, j'ai enfin confronté mes parents directement. « Vous avez falsifié des documents ?» ai-je demandé, luttant pour que ma voix ne tremble pas. « Nous n'avons rien falsifié », a insisté mon père, sans aucune conviction. « Nous avons juste fait rédiger des papiers montrant notre investissement dans ton avenir. Nous t'avons aidé à devenir qui tu es. Je l'ai fixé. Vous n'avez pas contribué un seul dollar à cet appartement. J'ai économisé pendant des années pour l'acheter. » Ma mère est intervenue, son ton exaspérément apaisant mais condescendant. « James, mon chéri, les biens familiaux sont faits pour être partagés. L'entreprise de ta sœur est en difficulté, et cet appartement résoudrait tout. Tu peux toujours acheter un autre endroit. Ce n'est pas comme si tu allais te retrouver à la rue. » Leur arrogance pure, cette distorsion complète de la réalité, m'ont laissé sans voix. Cette conversation est terminée, leur ai-je dit, la voix froide et ferme. Vous n'êtes plus les bienvenus chez moi, ni dans ma vie, tant que vous n'aurez pas reconnu ce que vous avez fait et présenté de véritables excuses. La prochaine fois que vous vous présenterez ici, j'appellerai la police et je porterai plainte pour tentative de fraude, violation de propriété. Et tout ce que mon avocat suggérera. Ma mère a fondu en larmes, tandis que mon père, comme prévu, a menacé de me déshériter.
J'ai fermé la porte sur eux. Immédiatement, j'ai appelé mon avocat. Depuis ce jour, j'ai appris des choses vraiment troublantes. Premièrement, mes parents avaient créé de faux documents montrant qu'ils avaient fourni la compte pour mon appartement. Deuxièmement, ils avaient mis mon appartement en vente auprès de 3 agences immobilières différentes. Troisièmement, ils avaient déjà accepté une offre préliminaire d'un acheteur et reçu un petit dépôt de garantie. Et quatrièmement, ils avaient dit à ma famille élargie que j'avais accepté de vendre mon appartement pour aider l'entreprise en faillite de ma sœur. Mon avocat a envoyé des lettres de mise en demeure formelle à mes parents et à toutes les agences immobilières qu'ils ont contactées. Il enquête également sur d'éventuelles poursuites pénales, bien que je sois encore en train de débattre de cette voie. Ma sœur m'a appelé hier, non pas pour s'excuser, mais pour me réprimander vertement d'avoir ruiné leur plan et d'être égoïste. Elle a vraiment dit, ce n'est qu'un appartement, James. J'ai besoin que cette entreprise réussisse, et tu te mets en travers de mes rêves. J'ai simplement bloqué son numéro, ainsi que celui de mes parents. Les retombées familiales ont été intenses. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, créant des factions distinctes. Il y a le groupe 1, les partisans de mes parents, qui croient vraiment que les ressources familiales devraient être partagées et que je suis égoïste. Le groupe 2, les parents qui sont consternés par les actions de mes parents et m'ont contacté pour m'offrir leur soutien. Et le groupe 3, ceux qui restent neutres, suggérant que nous passions tous à autre chose pour le bien de l'harmonie familiale. J'ai gardé un contact minimal avec la plupart d'entre eux, me concentrant plutôt sur le traitement de tout cela avec mon thérapeute. Ces séances ont été inestimables, m'aidant à reconnaître les schémas profonds de favoritisme et de manipulation que j'avais normalisés sans le savoir tout au long de ma vie. Une prise de conscience particulière est survenue en discutant d'un souvenir d'enfance. Quand j'avais 16 ans, j'avais économisé pendant des mois pour acheter un ordinateur portable pour l'école, seulement pour que mes parents m'empruntent l'argent pour les frais de compétition de danse de ma sœur. Ils ne l'ont jamais remboursé, insistant plus tard sur le fait qu'il était de mon devoir de subvenir aux besoins de la famille. Ce schéma, mon thérapeute m'a aidé à le voir, s'était répété constamment. Mes réussites et mes ressources ont toujours été traitées comme des biens familiaux, tandis que les besoins de Jennifer avaient toujours la priorité. Quant à Jennifer, son entreprise, d'après ce que j'ai compris par des amis communs, était en difficulté bien avant que mon appartement ne fasse partie de leur plan. Mon logement n'aurait été qu'un simple pansement sur des problèmes financiers plus profonds. Côté sécurité, j'ai tout renforcé. De meilleures caméras, des capteurs de fenêtres. J'ai également informé la direction de mon immeuble de la situation, et ils ont été étonnamment compréhensifs, ajoutant des notes à leur protocole de sécurité concernant les visiteurs non autorisés se réclamant de ma famille. Il y a 3 semaines, ma mère s'est présentée à l'improviste. Ma caméra m'a alerté, mais j'étais au travail. Elle n'a pas pu entrer, mais a laissé une lettre sous ma porte. Elle était pleine de culpabilisation et de justification, sans une seule excuse sincère. Elle a écrit que j'avais toujours eu les choses plus faciles que Jennifer, et que mon refus d'aider la famille dans le besoin montrait mon vrai caractère. Elle a conclu en disant qu'il me pardonnerait quand je serais prêt à faire à nouveau partie de la famille. J'ai gardé la lettre comme preuve, mais je n'ai pas répondu. Mon thérapeute et moi travaillons à établir des limites saines, et répondre à ces tactiques de manipulation ne ferait que me faire régresser. Financièrement, j'ai pris des mesures pour me protéger au-delà de mon appartement. J'ai gelé mon crédit, changé tous mes mots de passe et questions de sécurité financière, et déplacé mes comptes vers une nouvelle banque où ma famille n'a aucun historique. J'ai même mis en place des alertes pour toute demande d'informations financières me concernant et j'ai rédigé un testament précisant explicitement mes volontés pour mes biens. Le développement le plus surprenant est venu le mois dernier, lorsque mon oncle, le frère de mon père, m'a contacté. Nous n'avons jamais été particulièrement proches, mais il voulait qu'on se voie pour un café. Au cours de notre conversation, il a révélé que mes parents avaient fait quelque chose de frappant de similarité des années auparavant avec la propriété de sa mère, tentant de redistribuer les biens familiaux sans consultation appropriée. Il a pris ses distances avec eux depuis, et il m'a averti de rester vigilant. Cette conversation a été une véritable révélation, suggérant que le comportement de mes parents n'était pas seulement à propos de moi ou de Jennifer. Cela faisait partie d'un schéma d'appropriation bien plus profond et ancien. Je suis encore en train de tout digérer, mais je suis dans un bien meilleur état d'esprit qu'il y a 3 mois. Le choc initial s'est estompé, remplacé par une compréhension plus claire de la dynamique de ma famille et un engagement plus fort à me protéger.
J'ai aussi réalisé combien de relations saines et de soutien j'ai en dehors de ma famille immédiate, des amis qui ont été horrifiés en mon nom, et des collègues qui ont pris régulièrement de mes nouvelles pour s'assurer que j'allais bien. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents et ma sœur. Pour l'instant, je garde mes distances tout en me concentrant sur mon propre bien-être. Je ferai une autre mise à jour s'il y a des développements significatifs, mais je soupçonne que la menace légale a finalement mis fin à leur tentative de vendre mon appartement, sinon à leur croyance tordue qu'ils étaient en quelque sorte justifiés de le faire. Mise à jour finale, 6 mois plus tard 6 mois se sont écoulés depuis mon premier message, et je suis ici avec ce qui sera probablement ma dernière mise à jour. La situation juridique a été complètement résolue. Aucune autre tentative n'a été faite pour accéder à mon appartement ou le vendre, et mon système de sécurité amélioré n'a détecté aucune activité suspecte. Les lettres de mise en demeure ont été efficaces, et mon avocat confirme que, d'un point de vue juridique, l'affaire est essentiellement close, à moins que je ne décide de poursuivre mes parents. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas porter plainte au pénal. Ce n'était pas pour absoudre mes parents, mais pour me libérer d'une bataille juridique prolongée, qui m'aurait maintenu enchaîné à ce cauchemar. Mon thérapeute m'a aidé à réaliser qu'avancer ne nécessite pas une vengeance légale, mais simplement une protection et une conclusion. Quant à ma relation avec ma famille, j'ai pris des décisions difficiles mais nécessaires. Mes parents m'ont contacté il y a environ 2 mois par une lettre officielle. Pas un SMS ou un email, mais une vraie lettre sur du papier à en-tête. Le contenu était mitigé. Ils reconnaissaient avoir peut-être outrepassé leurs droits, mais insistaient toujours sur le fait qu'ils avaient mon meilleur intérêt à cœur. Ils demandaient si nous pouvions nous rencontrer pour résoudre nos différends et réunir la famille. Après en avoir discuté avec mon thérapeute, j'ai accepté de les rencontrer, mais dans un lieu public avec des limites claires. Nous nous sommes vus dans un café près de mon bureau il y a 3 semaines. La conversation a été vraiment révélatrice. Quand j'ai demandé directement pourquoi il pensait avoir le droit de vendre ma propriété, mon père a dit quelque chose qui a tout clarifié: les parents savent toujours ce qui est le mieux pour leurs enfants. Et parfois des décisions difficiles doivent être prises pour le bien de toute la famille. Ma mère a acquiescé, ajoutant: nous avons toujours aidé nos 2 enfants de manière égale. Tu ne vois simplement pas tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Je suis resté calme et j'ai demandé des exemples précis de ces sacrifices. Ils ont cité le paiement de mes activités au lycée, que j'avais ironiquement financé moi-même avec des petits boulots, et le soutien émotionnel pendant le développement de ma carrière. Quand j'ai souligné qu'ils avaient payé l'intégralité des études de Jennifer alors que j'avais contracté des prêts, ils ont simplement prétendu que c'était différent, car elle avait besoin de plus de soutien. Il est devenu douloureusement clair, au cours de notre conversation, qu'ils ne reconnaîtraient jamais vraiment la gravité de ce qu'ils avaient fait. Leur vision du monde est figée: Jennifer mérite de l'aide, moi non. Et les ressources familiales, y compris ma propriété acquise de manière indépendante, devraient être distribuées selon leur jugement, et non selon le droit de propriété. Après environ 1 heure, je les ai remerciés de m'avoir rencontré et je leur ai dit que j'avais pris une décision concernant notre relation future. Je ne peux pas avoir de gens dans ma vie qui ne respectent pas mes limites ou mes droits de propriété. Ce que vous avez tenté de faire n'était pas seulement illégal, c'était une profonde trahison de confiance. Tant que vous ne pourrez pas le reconnaître sincèrement et vous excuser. J'ai besoin de garder mes distances pour mon propre bien-être. Mon père a commencé à argumenter, mais j'ai levé la main. Ce n'est pas une négociation. Je vous informe de ma décision. Je vous souhaite le meilleur, mais j'ai besoin d'espace, peut-être de façon permanente. J'ai quitté le café avec un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Établir cette limite a été difficile, mais nécessaire. Quant à Jennifer, j'ai reçu un email surprenant de sa part le mois dernier. Contrairement à nos parents, elle s'est en fait excusée. En quelque sorte. Elle a écrit que, bien qu'elle pense toujours que j'aurais pu aider davantage, elle reconnaissait qu'agir dans mon dos n'était pas correct. Apparemment, elle a fermé son entreprise en faillite et a pris un emploi conventionnel, qu'elle a décrit comme en deçà de son potentiel, mais nécessaire pour l'instant. J'ai répondu brièvement, reconnaissant ses excuses, mais précisant que reconstruire la confiance prendrait du temps, si jamais cela se produit. Nous avons échangé quelques brefs messages civils depuis, mais je maintiens une distance émotionnelle jusqu'à ce que je voie des preuves constantes de changement de comportement. La situation avec la famille élargie s'est en grande partie apaisée. Ceux qui soutenaient les actions de mes parents ont largement cessé de me contacter, ce qui est honnêtement un soulagement.
Ceux qui ont été horrifiés par ce qui s'est passé sont devenus des alliés plus proches, en particulier mon oncle, qui m'avait mis en garde contre le comportement passé de mes parents. Cette expérience m'a amené à réfléchir profondément à ce que signifie vraiment la famille. J'ai réalisé que la vraie famille respecte les limites et l'autonomie personnelle. Le soutien doit être donné librement, et non extorqué par la manipulation. Les relations saines sont réciproques, pas une prise à sens unique. Les liens du sang ne donnent à personne le droit de posséder vos biens. Et parfois, créer de la distance est le choix le plus sain. J'ai en fait noué des liens plus forts avec ma famille de cœur, des amis qui ont été, à juste titre, scandalisés en mon nom, et qui se sont montrés constamment présents pendant cette période difficile. Quant à mon appartement, je me le suis réapproprié émotionnellement et légalement. J'ai repeint, réarrangé les meubles, et même remplacé la porte d'entrée par un modèle plus sécurisé. Ces changements ont aidé à le transformer d'un espace qui semblait violé, en un sanctuaire qui est vraiment le mien. Professionnellement, j'ai prospéré malgré le stress, recevant même une promotion le mois dernier. Mes collègues ont été étonnamment compréhensifs lorsque j'ai eu besoin de flexibilité pour des réunions juridiques ou des rendez-vous chez le thérapeute. Pour l'avenir, je me concentre sur la construction d'une vie définie par des relations saines et des limites claires. Je ne sais pas si une réconciliation avec mes parents sera un jour possible. Cela exigerait un changement fondamental dans la façon dont ils me voient, moi, ma sœur, et nos droits respectifs à l'autonomie. Je ne me fais pas d'illusions, mais je suis ouvert à une réévaluation si un changement sincère se produit. Pour quiconque est confronté à des problèmes similaires d'appropriation familiale, mon conseil serait le suivant: documentez tout. Fixez des limites claires et non négociables, et ne laissez pas la culpabilité l'emporter sur votre droit à vous protéger. Cherchez un soutien professionnel, à la fois juridique et psychologique. Reconnaissez que parfois, la distance est nécessaire pour guérir. Cette expérience a été l'une des plus difficiles de ma vie, mais aussi l'une des plus éclairantes. Je comprends maintenant la dynamique qui a façonné mes relations familiales pendant des décennies, et j'ai les outils pour m'assurer qu'elles ne contrôlent pas mon avenir. Merci à tous ceux qui ont offert leur soutien et leurs conseils tout au long de ce parcours. Votre validation m'a aidé à maintenir ma résolution dans les moments où je me demandais si je surréagissais. Ce n'était pas le cas. Et vous non plus, vous tous qui faites face à des violations de limites similaires de la part de membres de la famille qui croient que leur relation leur donne droit à vos biens ou à votre obéissance. Pour conclure avec une phrase de mon thérapeute qui a profondément résonné en moi, la famille devrait être l'endroit où vous vous sentez le plus respecté, et non le moins. Si ce n'est pas le cas, il est acceptable de redéfinir ce que la famille signifie pour vous. Je n'aurais jamais imaginé que protéger mon appartement deviendrait le début de la reconstruction de toute ma vie. Près de 2 ans se sont écoulés depuis que j'ai découvert que mes propres parents avaient secrètement fait visiter ma maison à des étrangers, convaincus qu'ils avaient le droit de la vendre et de donner l'argent à ma sœur. À l'époque, chaque fois que je déverrouillais ma porte d'entrée, je me demandais si quelqu'un était à nouveau entré. Maintenant, quand je franchis cette même porte, je ressens quelque chose que je n'ai jamais vraiment connu en grandissant, la paix. Cet appartement n'est plus seulement une propriété. C'est la preuve que j'ai survécu à des gens qui croyaient que mon dur labeur leur appartenait. Avec le temps, j'ai cessé de voir ces murs comme des rappels de trahison, et j'ai commencé à les voir comme des symboles de liberté. J'ai repeint chaque pièce, remplacé presque tous les meubles, rempli le balcon de fleurs et d'herbes, et j'ai lentement transformé chaque recoin en quelque chose qui me reflétait, au lieu de la peur qui y persistait autrefois. Des amis viennent souvent maintenant, et plus d'un a remarqué que mon chez-moi dégage une atmosphère calme. Je me contente généralement de sourire, car ils n'ont aucune idée des efforts qu'il a fallu pour créer ce calme. La thérapie m'a aidé plus que je ne l'aurais jamais cru. Au début, chaque séance était centrée sur mes parents, ma sœur, et tout ce qu'ils avaient fait. Finalement, mon thérapeute a gentiment souligné que mon avenir méritait plus d'attention que mon passé. Cette simple prise de conscience a tout changé. Au lieu de me demander pourquoi mes parents me traitaient différemment, j'ai commencé à me demander quel genre de vie je voulais, sans chercher constamment leur approbation. La réponse est venue lentement mais clairement. Je voulais des relations basées sur le respect mutuel. Je voulais des gens qui célébraient mes succès au lieu de les traiter comme des ressources à redistribuer. Plus important encore, je voulais arrêter de m'excuser de me protéger. Le travail est devenu une autre bénédiction inattendue. Peu de temps après que tout se soit réglé sur le plan juridique, j'ai reçu une autre promotion. Diriger une équipe plus grande m'a forcé à devenir le genre de personne que j'aurais toujours souhaité avoir en grandissant. J'écoutais au lieu de supposer.
Je respectais les limites au lieu de les franchir. J'encourageais les gens sans qu'ils se sentent redevables. Un après-midi, j'ai été frappé par le fait que chaque décision de leadership que je prenais rejetait silencieusement l'exemple que mes parents avaient donné. Cette prise de conscience m'a procuré un étrange sentiment de conclusion. Mes amitiés se sont également renforcées. Les personnes qui m'ont soutenu pendant les pires mois n'ont jamais disparu une fois le drame terminé. Nous avons célébré des anniversaires ensemble, fait des voyages le week-end, regardé de mauvais films, et construit des traditions qui n'avaient rien à voir avec l'obligation. Un jour de Thanksgiving, entouré d'amis riant autour de ma table, j'ai réalisé quelque chose qui m'a complètement pris par surprise. Je n'avais pas passé la journée à me demander ce que faisaient mes parents ou si j'aurais dû les appeler. Il n'y avait plus de colère. Il y avait simplement de l'acceptation. La famille était devenue quelque chose que je choisissais, plutôt que quelque chose que je subissais. Jennifer m'a le plus surpris. Près d'un an après la fin de tout, elle m'a envoyé un autre message. J'ai failli le supprimer sans le lire, m'attendant à une nouvelle accusation. Au lieu de cela, j'y ai trouvé la chose la plus proche d'excuses sincères que j'ai jamais reçue d'elle. Elle a admis avoir passé des années à croire nos parents chaque fois qu'ils disaient que je pouvais en supporter plus parce que j'étais plus fort. Elle a avoué avoir confondu mon indépendance avec une obligation sans fin. Après la faillite de son entreprise et l'obligation de reconstruire sa propre vie sans que personne ne vienne à sa rescousse, elle a enfin compris à quel point tout avait été injuste. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement. La confiance ne fonctionne pas comme ça. Mais au cours des mois suivants, elle a continué à se montrer constante. Pas de demande d'argent, pas de manipulation, juste des conversations tranquilles autour d'un café et des tentatives honnêtes de reconstruire quelque chose qui aurait dû exister depuis longtemps. Nous ne sommes pas particulièrement proches, et peut-être ne le serons-nous jamais, mais nous sommes enfin honnêtes l'un envers l'autre. Pour l'instant, cela semble suffisant. Mes parents n'ont jamais vraiment changé. À chaque fête, une autre lettre soigneusement rédigée arrive, insistant généralement sur le fait qu'ils ne voulaient que le meilleur pour la famille. Même après tout ce temps, ils ne peuvent toujours pas se résoudre à admettre qu'ils ont essayé de voler ma maison. J'ai cessé d'attendre ces excuses. Accepter que certaines personnes ne reconnaîtront jamais les dommages qu'elles ont causés a été l'une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises. Je ne les déteste plus, mais je ne confonds plus le pardon avec la réconciliation. Ils vivent leur vie, et je vis la mienne. La distance n'est pas une punition, c'est une protection. Un après-midi, en aidant Madame Wilson à monter ses courses, elle a souri et m'a dit que je semblais plus léger que l'homme effrayé qu'elle avait rencontré devant l'ascenseur des années auparavant. J'ai ri et je lui ai rappelé que rien de tout cela ne serait arrivé si elle ne m'avait pas innocemment interrogé sur la vente de mon appartement. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait d'important, mais elle ne saura jamais à quel point cette simple conversation a changé ma vie. Parfois, la vérité entre dans votre vie déguisée en une simple question. Quelques mois plus tard, je me suis porté volontaire pour parler anonymement lors d'un séminaire communautaire sur la fraude et la protection des biens personnels. J'ai partagé mon histoire, espérant que cela pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître les signes avant-coureurs avant que les choses ne dégénèrent. Après, plusieurs personnes m'ont approché avec des histoires de parents contrôlants, de frères et sœurs manipulateurs, et de parents qui croyaient que les liens familiaux leur donnaient un droit de propriété sur la vie de quelqu'un d'autre. En les écoutant, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Plus important encore, eux non plus. Si mon expérience a aidé ne serait-ce qu'une seule personne à établir des limites plus saines, alors peut-être que toute cette douleur a servi à quelque chose après tout. Avec le recul, je pensais que l'achat de cet appartement était ma plus grande réussite. J'avais tort. L'acheter a nécessité de la discipline et du travail acharné, mais le conserver a exigé quelque chose de bien plus difficile. Il a fallu que je croie que je méritais de posséder la vie que j'avais bâtie. Il a fallu que j'arrête de confondre la culpabilité avec l'amour, et l'obéissance avec le respect. Je comprends enfin que la vraie famille n'exige pas de sacrifices qu'elle ne ferait jamais elle-même. Elle ne voit pas vos réussites comme une propriété commune, ou votre gentillesse comme une permission de vous exploiter. Elle célèbre votre succès au lieu de se l'approprier. Chaque soir, quand je déverrouille ma porte d'entrée et que j'entre, j'apprécie toujours le calme. Non pas parce que l'appartement est cher ou beau, mais parce que chaque centimètre me rappelle que je me suis choisi quand c'était le plus important. J'ai protégé ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai refusé de céder mon avenir à des gens qui croyaient y avoir droit. Et après tout ce qui s'est passé, c'est la victoire dont je suis le plus fier. Mon chez-moi est enfin ce qu'il aurait toujours dû être.
Pas seulement l'endroit où je vis, mais l'endroit où est ma place. Alors dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû tracer une ligne ferme avec votre famille sur quelque chose d'aussi fondamental que votre propriété ou votre autonomie? Je veux vraiment lire vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous.